conférence se fera en français, mais j'essaierai de parler lentement pour ceux qui peut-être auraient des difficultés de compréhension ou sur les termes qui posent problème. J'essaierai de revenir. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous ne comprenez pas et si jamais je parle vite, parce que c'est un de mes défauts. Donc, comme on vous l'a dit, je suis docteur en histoire. Je viens de soutenir il y a quelques mois une thèse à Paris qui portait sur faire la France en Algérie, émigration algérienne, mésusage du nom et conflit de nationalité dans le monde. Alors, faire la France en Algérie, parce que je ne voulais pas utiliser l'expression Algérie française, qui pour moi est une fiction politique avec des effets sur la manière dont on écrit notre histoire, mais je voulais plutôt montrer que c'était un processus qui était toujours en cours durant un siècle et demi d'histoire française en Algérie, parce que la France avait une forte conscience de sa vulnérabilité en Algérie et que faire la France, ça engageait, après le dépôt des armes, de renouveler la guerre par d'autres moyens, et notamment par le moyen du droit. C'est à peu près ce dont on va essayer de parler aujourd'hui. Supplier l'État de disputer l'histoire. Pourquoi ce titre et pourquoi pas un autre? On aurait pu travailler finalement sur ce qu'on pourrait appeler les dispositifs scripturaires de l'État, c'est-à-dire tous ces petits papiers d'État sur lesquels, en tant qu'historien, on est amené à travailler et qui interrogent non pas seulement les faits historiques en tant qu'eux-mêmes, mais aussi et surtout les narrations implicites qu'implique toute une série de petits papiers. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on pense souvent par raccourci que ce que nous donne à lire un document d'archives est simplement une situation donnée, à un instant donné, avec des faits de manière plus ou moins transparente qui nous seraient transmis par ces petits papiers. Or, ma position, c'est de dire que derrière chaque document se pose la question des récits enchâssés, c'est-à-dire des choses qui ne se racontent pas, mais qui ont un pouvoir par anticipation qui agissent sur nos propres manières de penser l'histoire et nos propres manières de penser la manière dont on la raconte. Alors, ce document-là, vous le voyez, il s'appelle Certificat de nationalité algérienne. Alors, ça ne me dérange pas d'avoir un rapport interactif, si vous le souhaitez poser des questions en cours de route. Moi, je vois pas d'inconvénient, je ne sais pas un autre. Donc, certificat de nationalité algérienne, qui a été émis, si je ne me trompe pas, en 1907. Voilà, c'est ça, 1907, sous visa français, par le consul de France à Smyrne, qui est donc d'un empire ottoman. En fait, la thèse, on a mis 10 ans dessus, mais tout est parti de ce document-là. J'avais commencé par travailler sur la construction d'une nationalité postcoloniale, en m'intéressant sur la manière dont l'État indépendant avait commencé à définir ses nationaux. Et en ayant commencé à travailler 2 années dessus, je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de trou noir, de point aveugle dans la recherche, dans la question de la nationalité. C'était toute la question de nos émigrés, entre guillemets, mais pas les immigrés comme on les appelle, qui sont auxquels j'appartenais, qui sont partis en France essentiellement, mais également les immigrés qui étaient dans l'Empire ottoman. Et à partir du moment où on change de focale, on s'aperçoit que les questions ne sont plus les mêmes. Les questions qu'on pensait pertinentes parce qu'on les posait dans un cadre strictement franco-algérien ou franco-français, perdaient de leur pertinence parce qu'elles ne posaient pas les mêmes problèmes, politiques et historiques à l'État français. Alors, la première des nouveautés, c'est de dire que finalement, avant 1962, contrairement, je peux parler fort, c'est pas avant 1962, contrairement à une historiographie française convenue, il y avait bien une nationalité algérienne. Cette nationalité, elle existe parce que, ne serait-ce que par les documents qui la mettent en acte et qui la mettent en écrit. La question qui se pose, c'est de savoir quelle était cette nationalité algérienne, quel était ce contenu. Pardon, le micro c'est mieux. C'est vrai. Bon. Donc je disais, la question qui se posait, c'est de savoir
finalement quel était le contenu de cette nationalité algérienne qui était mise en mots et en papier par les autorités françaises et qui contredisait, ou en tout cas qui nous obligeait à questionner cette forme d'impensée coloniale dans l'idée qu'il n'y aurait pas de nationalité algérienne avant 1962. Donc en disant cela, je ne fais pas de raccourci historique en disant que finalement ce que nous allons avoir en 62, on l'avait déjà en 1830 et même avant. La question n'est pas ça, la question est de dire mais pourquoi des autorités consulaires françaises dès 1831 sont obligées d'utiliser cette catégorie de nationalité algérienne pour identifier les Algériens lorsqu'ils résident dans l'Empire ottoman. Et là c'est une question de droit qui y répond, mais une question aussi de sociologie. Une question de droit parce que la conquête française qui est en cours dans les années 1830, qui n'est pas achevée, pose tout de suite, avant même la victoire des armes, la question de la nature juridique des Algériens. Une fois que Hussein Bey a été démis de ses fonctions et renvoyé dans l'Empire ottoman, que deviennent les Algériens d'un point de vue du droit? Alors, la question fait débat. Elle embête également politiquement les autorités françaises qui veulent donner des gages de désengagement en Algérie à leurs partenaires européens, notamment l'Angleterre. Et d'un autre côté, elle se rend compte du potentiel juridique que représente cette question de la nationalité des Algériens, dans un sens qu'elle lui permet de faire maintenir des droits éventuels sur l'Algérie en revendiquant les Algériens comme français. Et pour cela, elle va utiliser une disposition du droit international qui est réglementée, c'est en matière de succession d'État, c'est-à-dire que les nationaux d'un État annexé reçoivent la nationalité de l'État annexant. Autrement dit, les Algériens deviennent français. Donc ça, c'est ce qui est convenu, ce qui est entendu, et avec une différence fondamentale, c'est que dans l'historiographie classique, la date qu'on met en avant pour justifier ce changement de nature juridique des Algériens, c'est 1865, le Senatus Consulte, qui reconnaît les Algériens comme français, mais, et ce mais est important, mais pas pour ce qu'on en a dit jusque maintenant, mais ils sont soumis au statut personnel musulman, et s'ils veulent être considérés comme citoyens à part entière, ils doivent faire la demande personnelle, qui est une demande de naturalisation. Donc on demande à des Français de se naturaliser français. La question, et c'est un peu la question que je posais, j'essaie de dévisser la théorie en revenant sur cette question de la sémantique, c'est de dire, et si les Algériens n'étaient pas français, et s'ils ne le sont pas, dans le dit même du droit qui est répute français. Donc c'est tout un travail sur l'implicite juridique et sur l'insécurité sémantique que la France avait conscience dès 1830 et qu'elle a essayé d'utiliser comme une ressource. Alors c'est quoi ce que j'appelle cette insécurité sémantique? C'est de dire que finalement, si on dit que les Algériens sont algériens, quand ils résident dans l'Empire ottoman, c'est reconnaître que finalement que l'Algérie n'est pas française. Pourquoi? Parce que les autorités ottomanes n'ont jamais accepté l'annexion française comme fait accompli. Et justement, la question de la nationalité des Algériens a été un peu une guerre oblique, par d'autres moyens, qui permettait aux autorités ottomanes de contester le fait militaire et ensuite l'annexion française par le moyen de la nationalité. Donc c'est une guerre qui va durer diplomatiquement, qui va durer jusqu'aux années 1911. En ce sens, à partir de cette date, il y aura un arrangement diplomatique entre l'ambassade de France à Istanbul et le ministère ottoman des Affaires étrangères. Mais ce sont des conflits de nationalité qui, pour certains, ne sont pas réglés avant les années 1950. C'est-à-dire des conflits de nationalité qui ont été entamés dans les années 1830 ou au début du XXe siècle, 1900, dont la question se transmet de génération en génération, et ils ne voient un règlement qu'au moment où l'Algérie prend les armes pour lutter pour son indépendance. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire de manière très prétentieuse, mais je l'assume un peu, qu'en réalité la nationalité, c'est le problème fondamental d'histoire en ce qui concerne la colonie de l'Algérie par la France. Mais c'est une question qu'on retrouve aussi dans d'autres systèmes qui ne sont pas simplement le système français en Algérie, mais qui touchent tous à la colonisation. C'est-à-dire que la question de la détermination des personnes nous permet de revenir à chaque fois sur ce que je dis, ce moment d'histoire qui est 1830. C'était quoi 1830? Et c'est pour ça qu'à chaque fois que se pose une question sur la détermination de la nationalité des Algériens, ce qui est mis au conflit, ce n'est pas simplement la question de savoir à qui appartiennent les individus, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'a fait la France en 1830 en Algérie. Ce qui permet de dire en réalité
qu'avec cette question de droit, on ne sort pas vraiment d'une question de guerre. C'est-à-dire que la question de la nationalité n'a pas été une question qui a été formalisée seulement quand la pacification était, ce qu'ils appelaient la pacification, était un peu établie. Dès les années 1830, quelques semaines à peine après la capitulation de Hussein, des Algériens vont voir les consuls français dans l'Empire ottoman et disent mais comme Hussein est parti de l'Algérie, nos biens sont sous séquestre. On n'a plus de protecteurs, on n'a plus de représentants étatiques qui défendent nos intérêts. Donc, comme vous êtes maintenant les nouveaux maîtres d'Alger, vous devez assurer la main levée de nos biens qui sont sous séquestre et nous permettre de commercer. Et c'est parce qu'il y a eu cette demande, cet usage par les Algériens eux-mêmes du droit, que finalement les Français ont investi cette ressource juridique pour, de manière très raccourcie, de dire que si on arrive à convaincre à l'international que les Algériens ressortent de notre pouvoir, de notre protection diplomatique, c'est une manière de dire que l'Algérie est déjà française, alors que par les herbes, on fait face à une résistance acharnée contre notre domination. Donc on a, si vous voulez, une anticipation par le droit d'une victoire sur le champ de bataille qui n'est pas encore actée. Et c'est en cela que la question de la nationalité se pose une question d'histoire. Le problème, c'est que les Ottomans disent, si vous délivrez ce type de certificat aux Algériens, s'ils sont Algériens et qu'ils sont dans l'Empire ottoman, ils sont toujours ottomans. C'est pour nous une manière implicite de dire qu'ils n'ont pas accepté votre domination. Donc en 1885, il y a une circulaire du ministère français des Affaires étrangères, transmise à tous les consuls français de l'étranger, et qui demande de ne plus utiliser cette formule qui, quand bien même serait-elle adéquate, serait dangereuse. Parce qu'elle laisserait entendre que si les Algériens sont encore Algériens et si on les regroupe cette catégorie du droit, c'est de dire que l'Algérie n'est pas vraiment française. 1885, ce certificat date de 1905. C'est-à-dire que c'est un interdit sémantique, et une sorte de police des mots qui frappe les consuls français, mais sur le terrain, ils ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi ils ne peuvent pas faire autrement? Parce que c'est dire que finalement cette catégorie reste pertinente à différents points de vue. Le premier, c'est que ça permet de différencier les Algériens d'autres sujets coloniaux de la région, qui sont les Tunisiens en 1881-82, et ensuite les Marocains en 1911-1912. En sachant que avant même la colonisation du Maroc et de la Tunisie, les Marocains et les Tunisiens qui étaient dans l'Empire ottoman se faisaient passer pour Algériens, dans un seul but de profiter de la protection consulaire française. Alors quel est l'intérêt pour ces populations-là colonisées de revendiquer une appartenance à l'État colonial? Et qu'est-ce que ça veut dire revendiquer cette appartenance, donc supplier l'État dans ce cadre-là? Il y a une forte conscience de ce qu'on peut appeler un pluralisme juridique, c'est-à-dire que dans l'Empire ottoman, il n'y a pas un seul droit pour une seule catégorie de population. En fonction de vos appartenances ou religieuses ou politiques, vous êtes attaché à un droit différent. Et c'est l'organisation par les millets, mais en dehors de ça, c'est que toutes les puissances européennes, depuis le XVIe siècle, sont inscrites dans des relations avantageuses avec la Corse, dans ce qu'on appelle les capitulations. C'est finalement un principe d'extraterritorialité qui ne fait pas ressortir les sujets des puissances européennes du droit local, du droit ottoman. Et donc, par exemple, les Français ou les Anglais ou les Russes, pour ne citer que les principaux, sont jugés pour certains crimes, ne sont jugés que par les consuls. Ils ne sont pas jugés par les tribunaux locaux. Un autre avantage, c'est un avantage fiscal, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas soumises à l'impôt de capitation, et donc ils ont des exemptions fiscales qui sont très avantageuses et qui leur permettent pour certains d'être en position de force dans le jeu des compétitions commerçantes et sociales. Donc ça permet d'acquérir des positions de notables à des personnes qui n'avaient pas les ressources pour le faire. Il y a aussi la question du service militaire qui n'est pas applicable. Donc localement, il y a toute une série d'intérêts très pragmatiques, très même prosaïques, qui font prendre conscience aux Algériens qu'il y a peut-être un intérêt à ce qu'on se revendique comme français. Alors, est-ce que c'est une manière de légitimer finalement le pouvoir colonial en place? Mais en fait, la question est plus compliquée, et la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est au contraire, c'est ce que disait notre collègue dans la présentation, c'est que ces revendications mettent l'État en dette en réalité. Elles le mettent en responsabilité.
Et l'argument qu'on peut avancer, le premier argument qu'on peut avancer, c'est que s'il y a une question de sentiment d'appartenance, s'il y a une question de patriotisme qui est mise en place dans les suppliques en nationalité rédigées par les Algériens pour revendiquer ce droit, c'est peut-être et uniquement un patriotisme juridique. Alors vous allez lire dans les suppliques toutes les phrases clés de dévouement à la patrie, à la mère France, ce genre de choses. Donc ça fait partie de ce qu'on peut appeler les usages protocolaires de la correspondance à l'État et aux administrations, pardon. Mais le principal argument qui revient, et parfois c'est dit textuellement comme cela, vous avez pris notre pays, vous devez nous garder sous votre protection. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, ça met l'État en responsabilité, mais ça met l'État en dette également par rapport à un événement qui est comme insolvable, qui est la conquête de l'Algérie sans le consentement des principaux intéressés, qui sont les Algériens. Et dans ce rapport-là à l'État et dans cette conscience qui est fortement imprégnée, il y a l'idée que, très bien, on va utiliser cette ressource du droit, et c'est en cela qu'on peut parler de patriotisme juridique. C'est-à-dire que finalement, un patriotisme juridique, c'est-à-dire utiliser la ressource de l'extraterritorialité que nous permet un fait malheureux, qui est la conquête française de l'Algérie, en se revendiquant comme sujet français. Et l'identification ne se fait que ce niveau d'intérêt pragmatique qui est effectif localement dans les différentes localités de l'Empire ottoman. Mais je vais bien au-delà de la théorie de la vision utilitariste, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a plus qu'une question de juste petit intérêt pécunier ou d'exemption fiscale, il y a aussi une question de conflit d'interprétation de l'histoire. Et un des grands exemples que j'utilise et que je verrai par la suite, c'est de dire que c'est l'exemple de la trajectoire de la descendance de l'émir Abd en fait, qui rentre dans un conflit d'interprétation sur quel a été ce moment 1830, quelle a été la position de cette famille-là par rapport à Hussein Dey, et qu'est-ce qu'a signé l'émir lorsqu'il a signé sa reddition en 1947. Et il y a des fronts de parenté qui se disputent un leadership familial en contestant finalement une vision de l'histoire. Mais ça, si vous voulez, on y revient par la suite. Donc tout ça pour vous dire que, au-delà de la question de la conquête militaire, au-delà de la question de l'usage des armes et de la violence, il y a toute une violence symbolique qui transpire également de ces petits papiers qui peuvent paraître comme cela anodins, et qui est la question de la violence symbolique. Ce qui me fait dire que finalement, dans tout processus de colonisation, et je pense que ça se vérifie dans d'autres contextes historiques, il n'y a pas que la mitraillette qui est le particule, encore qu'il n'y a pas de mitraillette à l'époque peut-être, mais il n'y a pas que l'arme à feu qui est la particule élémentaire de l'État colonial en Algérie, mais le mot, le langage en lui-même, et finalement aussi cette particule élémentaire qui fait ou défait l'État et ses légitimités en situation coloniale. Et cette conscience du mot et donc des transactions possibles qui sont derrière l'usage des référents, qui soit la question de la qualification des biens ou des personnes, c'est finalement ce qui prépare un terrain à l'interaction entre État et administré. Mais, et c'est la thèse que je défends, j'oppose pas, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, le paradigme interactionniste à la violence. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher le monde de contact là où il n'existe pas, ou c'est pas mon obsession. C'est-à-dire que quand bien même il y a effectivement une mise en relation entre État et Algériens, et administrés algériens, elle se fait dans ce que j'appelle une culture de la feinte. C'est-à-dire que autant les autorités consulaires françaises, pour ce qui est mon cas, autant les Algériens savent que le langage est un simulacre, et que le langage d'appartenance est un simulacre. Mais c'est un simulacre qui permet de jouer et de négocier. Et ils jouent là-dessus. Pourquoi c'est un simulacre? Parce que le mot en situation coloniale, et en Algérie particulièrement, est toujours en adéquation avec les choses. On dit de l'Algérien qu'il est français, mais il n'a pas les droits français. Donc on dit que l'Algérie est la France, mais l'Algérie est la France, surtout, d'abord, pour les populations européennes qui sont naturalisées, et essentiellement pour le littoral. Donc, ce qui ne veut pas dire que cette présence française n'est pas une réalité aussi pour les Algériens. Elle l'est, mais c'est une réalité qui est rapportée à sa juste mesure. Sa juste mesure, c'est cette idée que finalement, que la France est d'abord en Algérie en effraction.
en effraction d'un consentement qui n'a pas eu lieu, mais aussi en effraction d'une réalité qui n'est pas telle qu'elle est présentée, autant par les écrits juridiques que par ce qu'en dit les principaux protagonistes politiques. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est lorsque j'ai beaucoup travaillé sur les brouillons des projets de loi de la nationalité. Et généralement, encore une fois, dans cette historiographie conventionnelle à laquelle je m'oppose, je n'ai pas inventé l'eau chaude, je ne dis pas ça pour dire que ce qui a été fait avant n'est pas très bien, mais c'est-à-dire que j'ai l'avantage de travailler dans la migration, qui est une migration autre que migration vers la France, c'est de déplacer un questionnement qui n'est pas limité à est-ce que la France est trahie en Algérie en n'appliquant pas finalement les principes républicains de la nationalité. Et la question c'est, mais c'était pas à l'agenda politique de l'Algérie française, c'était peut-être à l'agenda d'un parti qu'on appelait les indigénophiles, mais qui était une manière de finalement, sans contester le fait colonial, de travailler à une égalité entre Algériens et Français. Mais la France n'a pas voulu faire des Algériens des Français. C'est la thèse que je défends. Et elle avait conscience d'un rapport étranger des Algériens par rapport à la France. Et quand je dis étranger, c'est pas un rapport lié à la culture, c'est pas un rapport lié à la religion. La religion, c'est un argument. C'est un rapport lié à cette idée précise et partagée que on n'a pas pu construire par les arts, mais sur un siècle et demi de présence française en Algérie, une relation de naturalité au pouvoir. Ça veut dire, qu'est-ce que j'appelle une relation de naturalité au pouvoir, contrairement à la naturalisation citoyenne qui souvent est ramenée à des questions de en gros il faut avoir donné le bournos pour mettre le costume 3 pièces. C'est pas culturel. La naturalité au pouvoir, c'est l'idée que finalement on accepte un pouvoir en place comme étant un pouvoir consenti et accepté et comme l'expression de ses aspirations légitimes. Et cette naturalité-là, elle n'a jamais été véritablement établie en Algérie. Donc c'est dans cette conscience de ce déficit de consentement et de naturalité que va se jouer à chaque fois les échanges et les transactions, ce que j'appelle même les transactions narratives entre Algériens et autorités françaises. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ça ne me dérange pas de le faire de manière plus interactive, ou sinon je poursuis. Donc, comme je le disais, il faut appeler à démonumentaliser le Senatus Consul de 1865 et surtout à extraire la question de la nationalité à cette idée, souvent rabâchée, de l'acte manqué qui se dit ah bah, zut quand même, si on avait travaillé à plus d'égalité, si on avait appliqué le compromis républicain citoyen national, peut-être qu'on serait pas là où on est maintenant. Et on serait encore dans une situation à une Algérie française, mais dans un rapport d'égalité entre toutes ces personnes. De mon point de vue, il n'y a pas eu de trahison des idéaux républicains, parce que la question de la nationalité des Algériens, c'est pas une question d'un manquement à une sorte de standard universel, c'est pas la question d'un écart entre la norme et son application, c'est que les Français ont inventé une nouvelle forme d'appartenance à l'État. Et cette nouvelle forme d'appartenance, c'est la suggestion française. C'est d'ailleurs de nombreux théoriciens d'époque l'ont reconnu en disant que, en fait, qu'ont les Algériens, ils ont ce qu'on appelle une nationalité nue. C'est-à-dire qu'ils ressortent juridiquement de l'État français en raison de la conquête, mais sans avoir les attributs qui sont justement une sorte de communion entre État et nation. Donc ça, c'est quelque chose qui était accepté et défendu à l'époque même par les contemporains. Donc, c'est sortir de ce cadre-là épistémologique qui permet d'interroger d'une autre manière ces questions d'appartenance. Et donc une de mes obsessions, c'est de travailler le langage, de travailler le mot, parce que c'est à la fois ce qui fait la vulnérabilité de la France en Algérie, mais c'est à la fois sa ligne de défense. C'est pour ça qu'elle s'attaque toujours à reconnaître les Algériens comme se protéger au titre de leur nationalité française, et c'est-à-dire qu'à l'étranger, dans l'Empire ottoman, la distinction sujet-citoyen n'est réalité en temps réel. Alors, effectivement, les Algériens ne participent pas aux élections de ce qu'on appelle le corps de la nation, c'est-à-dire que l'organisation de la communauté française à l'étranger faisait en sorte que les principaux commerçants élisaient un corps représentatif qui siégeait dans les assemblées consultatives avec le consul français, essentiellement des notables,
on a dans nos colonies algériennes émigrées à l'étranger des notabilités, de fortes puissances commerciales, mais elles n'élisent pas, elles n'émergent pas dans ces corps de la nation. Donc, à la fois, il n'y a pas de pertinence dans la distinction sujet-citoyen, mais à la fois, il y a toujours l'idée que finalement, c'est une autre forme de nationaux qui ne défend pas de la même manière les intérêts français à l'étranger. Parce que l'intérêt aussi pour la France, c'est de dire plus on augmente notre clientèle de ressortissants à l'étranger, plus on a un droit d'ingérence sur les affaires politiques du pays dans lesquelles résident les Algériens. Alors, pour travailler un peu cette question d'insécurité sémantique, je vais travailler sur un deuxième document. C'est une autre forme de... Allez, donc par exemple, on a ici, pas très lisible, attendez. Vous voyez là le petit encart? Voilà. Alors, mon approche aussi, c'est de dire que finalement, dans ma lecture d'archives, je fais le pari du tout signifiant. C'est-à-dire que finalement, les détails les plus anodins peuvent permettre de nous dire et de nous raconter des choses sur une situation historique donnée. Donc, ce qui pourrait passer par exemple pour socle dispositif réglementaire et un règlement d'administration, est en fait autorise en fait une lecture historique différente de ce qu'est être français lorsqu'on est algérien dans un rapport colonial et dans une situation entre deux empires, donc l'Empire ottoman et l'Empire français. Donc on nous dit ici que finalement l'intéressé doit renouveler, conformément à la circulaire du 69, chaque année son inscription, son certificat, ou en cas de mission, il perdrait ses droits à la protection française. Alors on voit en arabe, et parfois on dit ses droits à la nationalité française. C'est-à-dire qu'on hésite entre utiliser la protection française et la nationalité française. Parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que des étrangers pouvaient être admis au bénéfice de la protection des puissances européennes parce qu'ils occupaient des fonctions subalternes au service des consulats étrangers. Par exemple, c'est ce qu'on appelait les droguements, donc ceux qui faisaient des traducteurs, ou ceux qui étaient également dans la police, qui surveillaient les consulats. Et cette appellation de protégé français posait problème parce qu'on dit mais les Algériens sont protégés comme étrangers, donc comme ottomans, ou ils sont protégés comme nationaux français. Du coup, on a encore une fois, dans une autre encart, on a changé, on a mis les droits à la nationalité française. Donc déjà, il y a encore cette question de sémantique. Mais deuxième chose, et qui prouve que le rapport, c'est dans le rapport et dans le lien administré-administration que peut se percevoir la véritable nature juridique qui lie un État qui lie une population à un État. Donc cette obligation de renouvellement chaque année du certificat d'immatriculation contre une taxe de 10 francs, qui était à l'époque assez important, au point que beaucoup se faisaient faire par des autorités des certificats d'indigence pour être exemptés. Et à considérer que ces 10 francs, c'est une sorte d'impôt que les Ottomans, les impôts que les Ottomans ne leur réclamaient pas parce qu'ils étaient considérés comme français, les Français les réclamaient en tant que Français. Donc cette taxe de 10 francs et ce renouvellement, il n'est imposé qu'aux Algériens. Un Français, quand il va dans l'Empire ottoman, quand bien même il ne serait pas immatriculé sur les registres consulaires, si jamais un jour il a un problème avec les autorités locales, il peut demander la protection du consul français et il peut l'avoir sans problème, sauf vraiment si l'intervention du consulat poserait problème aux intérêts français au Levant, comme ils disent. Mais il n'y a pas d'obligation dans ce renouvellement annuel. Pour les Algériens, l'obligation est formelle. Alors, dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a toujours des petits arrangements, mais beaucoup perdent le bénéfice de la protection parce que justement, ils ont sacrifié cette obligation de renouvellement. Alors, pourquoi cette obligation de renouvellement est formelle? Parce qu'il y a dans l'idée que les Algériens, finalement, elle pose la question de la loyauté.
au-delà de l'appartenance à l'État, pour les Algériens se pose la question de la loyauté, c'est-à-dire est-ce que les Algériens ne servent pas les intérêts français de la même manière qu'un Français au Levant. Et donc cette contrainte administrative permet de maintenir un lien, mais aussi une surveillance sur les Algériens, et de faire ressortir, si vous voulez, le bénéfice substantiel de la protection des consuls à cette idée que je vous ai à l'œil, et que si vous n'avez pas une bonne conduite et si vous nuisez aux intérêts de la France, j'utilise cette ressource réglementaire pour, en dehors du droit, parce que légalement ils n'ont pas le droit de faire cela, pour vous retirer la protection consulaire. Ah, 5 minutes. Bon, du coup, on va faire sans les documents, on verra peut-être après si vous avez des questions là-dessus. Ces certificats de nationalité algérienne, on va les changer à des certificats de protection. C'est-à-dire qu'on va appeler ça patente de protection, certificat de protection, sans mentionner la nationalité algérienne. Pourquoi j'ai voulu insister, peut-être trop, parce que finalement le titre supplier l'État à discuter l'histoire n'a pas été assez évoqué, mais peut-être dans la discussion. Pourquoi j'ai voulu insister sur ces petits papiers? Parce que je voulais montrer d'où émerge le questionnement historique de cette masse scripturaire et de ces failles qu'on peut relever dans les discours et dans la manière de désigner les Algériens, parce que dans ce conflit de qualification juridique, ce qui se pose, c'est une question d'histoire. Cette question d'appartenance à l'État et comment se joue cette appartenance. Et c'est dans cette faille sémantique que les Algériens vont jouer et vont également supplier dans des suppliques en nationalité une appartenance à l'État, mais en même temps ne m'ont jamais manqué de disputer l'histoire en disant mais nous on ne recherche pas une identification à la France, quand bien même on utilise parfois un langage convenu de patriotisme, mais notre idée c'est qu'on met l'État français en dette parce que vous avez conquis notre pays, on n'appartient qu'à la puissance conquérante et donc vous devez nous garder. Si vous ne nous gardez pas, se pose la question de votre légitimité, de votre présence en Algérie, quand bien même elle aurait reçu la sanction des armes. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de transaction juridique de la présence française en Algérie par des questions de nationalité qui se posent à l'international. Chose qu'on ne voit pas lorsqu'on braque le regard sur la relation France-Algérie ou simplement sur la colonie. C'est pour ça que je dis qu'il faut sortir d'un arbitraire narratif qui est l'espace de la colonie et que si on rapporte toutes ces questions d'appartenance simplement à la question de la colonie, c'est-à-dire de la France en Algérie, on ne voit pas l'essence même de ce que est la nationalité française des Algériens, qui est premièrement une nationalité sans consentement, qui est deuxièmement une nationalité revendiquée et utilisée, mais qui n'est jamais revendiquée dans une stricte identification des Algériens à l'État, et au contraire dans une sorte de mise en insolvabilité de l'histoire. Alors, rapidement, je vais venir sur la trajectoire que j'avais évoquée de Léna Barthala et de sa descendance. Vous savez qu'à sa reddition, après sa libération, donc il est autorisé à aller d'abord à Brousse, en Turquie actuelle, ensuite à Damas, et il reçoit en 1852, il y a inscrit au budget du ministère des Affaires étrangères un budget qui concerne sa pension. Donc il recevait à l'époque 150 000 francs, ce qui n'est pas rien, et une pension qui devait répartir à son titre personnel, mais il y aurait eu une entente implicite en disant que cette pension, il devait la répartir à ses différents membres de la famille. En 1880, un de ses frères, Hussein, réclame une part de cette pension, en disant, mais attendez, cette pension n'a pas été remise à l'émir en tant que chef de guerre, mais elle a été remise à l'émir parce qu'on lui considérait un peu le rôle de chef de famille, dans une sorte d'inversion de l'ordre généalogique, parce que ce n'était pas le premier des enfants de son père. Et cette question fait dire à Hussein et ensuite à ses enfants, Nourdin et Ambar Ahmed, que la pension a été remise en échange de la paix. Et c'est une indemnité des propriétés qui auraient été confisquées à la famille en Algérie.
Et c'est pas une libéralité du prince, c'est-à-dire c'est pas le souverain français qui faut faire honneur aux vaincus, et une manière aussi de garder dans une allégeance, dit je vous donne 150 000 francs et vous occupez de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a un conflit sur la nature de cette pension-là. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que c'est un conflit qui va durer jusqu'aux années 1960. C'est-à-dire même pendant la guerre d'indépendance algérienne, on a des descendants de la famille qui réclament un leadership au sein de la famille et réclament le plus gros quote-part de la pension en disant que cette pension n'a pas été donnée à l'émir, mais a été donnée en compensation des biens confisqués. Et ce que vont dire les descendants de cette branche collatérale, donc de l'émir d'Orthanès, c'est de dire que finalement, l'émir n'était pas le représentant d'un État en Algérie. C'était un chef de guerre, au même titre que Hussein, que d'autres de ses frères, et qu'à ce titre, finalement, il nous donne à lire l'image d'un émir qui aurait été prédateur et qui aurait capté pour lui-même une part de la pension qui a été versée à l'ensemble des membres de la famille. Et donc il y a toute une controverse historique qui se noue à ce sujet-là et qui alarme les services du ministère des Affaires étrangères à tel point qu'ils veulent absolument chercher dans leurs archives, et on a toute cette correspondance, ils disent mais trouvez-moi le traité de la reddition de l'émir d'Orthanès pour savoir si c'est une disposition légale ou pas. Donc il n'y a rien qui ressort des archives, parce que finalement ce n'est pas une disposition qui a été inscrite dans l'acte de reddition, mais ceci étant, on a toute une branche de la famille qui se considère comme le parent pauvre de la défaite, qui va utiliser une correspondance privée entre le général Lamoricière et la famille de l'émir, pour dire que cette correspondance, cette archive familiale prouve que finalement l'émir a été mis dans une position qui n'a pas été la sienne et que le traité, ce qu'ils appellent le traité de paix qui a été signé dans l'acte de reddition, il n'a pas été signé au nom propre de l'émir d'Orthanès, mais au nom de toute une famille qui s'est engagée contre l'occupation de l'Algérie. Donc tout ça pour conclure, pour dire que finalement le droit de la nationalité, il ne faut pas la lire comme une simple question du droit et une mécanique juridique qui, faisant jouer des critères, permettra de définir qui est qui d'un point de vue des rapports étatiques, mais c'est d'abord, pour le cas de l'Algérie, une question d'histoire, parce que lorsqu'on pose la question de l'appartenance des Français, de l'Algérie à la France, se pose la question de la légitimité et de ce qu'est la nature de la France en Algérie. Voilà, je vous remercie.